La geste brouillonne de mon père a trouvé sa résolution, en bout de course. Se pouvait-il que la stèle qu'il a érigée ait mis à bas le monument muet que j'ai toujours porté en creux? Entre ces disparus et moi-même, mon père ne pouvait plus faire écran, ce qu'il m'a signifié plus radicalement encore en disparaissant. Il m'échouait de m'en ressaisir directement, au risque d'ébranler une construction inerte, fondée sur des sédiments aussi solides qu'inconsistants. Agrégés, indistincts, prisonniers de leur rôle métonymique de la catastrophe, ils se manifestaient maintenant pour revendiquer un peu d'humanité incarnée. Le gouffre avait produit l'anesthésie du ressassement, l'immobilité, mais aussi l'énormité de la liquidation des Velgères empêchait de considérer le sort des autres branches de la famille. Il est apparu que certains absents étaient plus présents que d'autres, ceux dont on ignore jusqu'à l'existence, ceux qui n'ont pas même accédé au statut de disparus. Dans l'économie familiale, l'existence des morts est indexée sur la position des vivants. Les personnages secondaires portaient eux aussi des besaces pesantes, simplement passées à la trappe. L'effroi inextinguible à l'évocation du calvaire de nos déportés, parmi l'ensemble des juifs exterminés, demeurerait intact, quoi qu'il en soit. Mais le temps était venu de secouer les positions établies de l'identité malheureuse. Paralysé par la blessure de l'irréparable, je ne m'étais jamais véritablement préoccupé de savoir quoi que ce soit du passé vivant de mes ascendants. Rivé à la destruction, mon identification confuse et inébranlable de juive reposait sur une égale méconnaissance de l'histoire des juifs qui m'ont précédé, de l'histoire des juifs tout court. Un jour, une légère inflexion de l'esprit a fait se déplacer l'œil intérieur et imposer la révélation navrante que ce qui m'a toujours habité au plus haut point, je n'en connaissais à propre rien. Qu'est-ce qu'être juif? Sans le savoir, mon père rejoignait la cohorte des juifs qui ressassent une question vouée à la relance indéfiniment. Les définitions abondent, oscillant entre indétermination et certitude, à la façon d'un balancier, souvent tenté de s'exclure mutuellement. Alors, au moins savoir de quelle sorte de juif je suis issu, me permettrait peut-être de déjouer les termes rebattus de ce questionnement. Par une sorte d'effet papillon intime, la quête et l'enquête, animées d'une ardeur exhaustive, se sont installées avec la même évidence que celle de l'incuriosité établie, comme chez elle. Et tant de points aveugles ont émergé à la surface, réclamant la lumière pour des régions insoupçonnées, perdues dans l'histoire et la géographie. En place d'une réponse théorique, la recherche de ces juifs historiques, ancêtres avérés ou probables, aurait la charge d'éclairer ma condition de juive, détachée de toute religion comme de toute tradition. Alors, de décilement en déciement, de déplacement en déplacement. Oui, Ferry passe le pont. Au contraire des paysans, qui eux ne franchissent pas la rivière Queroche, une frontière invisible mais bien établie les cantonne sur la rive gauche. L'entrée des quartiers bourgeois transitant par la place Bénère tend son agitation commerçante à la façon d'un trait d'union entre les classes sociales. Le spectacle de la marchandise se consomme, dégagé de toute intention d'achat, redoublé par celui de la rue effervescente, qui se reflète dans les innombrables vitrines. Mais les enfants malatifés ne s'y égaient pas, les adultes s'y démènent avec davantage de retenue, même si des conditions différentes s'y côtoient. L'exposition raffinée des produits donne à percevoir aux prolétaires, aux petits juifs aussi, le confort, le superflu, la mode. Le regard captivé ou détaché, Ferry est touché. Au cours de ses déambulations, par l'accélération perceptible des changements du monde, par l'évocation implicite d'un ailleurs étendu, vibrant d'un renouvellement rapide. L'ailleurs d'un mode de vie bourgeois, l'ailleurs d'une mode qui résonne des noms des grandes capitales, Budapest, Vienne, Paris. Sans doute, l'exposition de la rive droite suscite-t-elle simultanément chez Ferry un sentiment d'étrangeté, nourri par la conscience montante de la différence de classe. Poussant la balade, s'il remonte la rue Ratovski, il se familiarise avec les riches maisons à Doyan 1 et 2,
ou les immeubles Moscovitz, Stern, ou l'hôtel Rimanovski et son somptueux café royal. Ces expressions flamboyantes de la réussite de la bourgeoisie juive provoquent sans doute l'entrechoc des sentiments de Ferry. La barrière de classe le heurte presque physiquement, tandis qu'une once de fierté salue ses réalisations qui troublent l'établissement repu, typiquement austro-hongrois, par leurs audaces affirmées. Les ornements de la sécession dégagent un charme particulier. L'ailleurs surgit aussi par la nouveauté des formes, en même temps que la réussite juive conforte l'appartenance à la cité commune. Des effluves de liberté parviennent à Ferry lorsqu'il parcourt la ville où se frôlent tant de conditions, tant d'activités, tant de façons d'être dans un même espace public. De même lorsqu'il flâne dans le passage ouvert sur le flanc du Black Eagle, qui épouse une courbe fantasque. Avec les autres badauds, il savoure d'être englobé, au même titre que les enseignes neuves, dans cette atmosphère teintée par des vitraux aux formes sinueuses. Une expérience inédite dont émane une sensation d'émancipation. Rien n'empêche qu'au sortir du passage, on croise un soldat d'Empire avec casque, vareuse, sabre clair, encore partie prenante du tableau et du sentiment contemporain. Nous déambulons, Lali et moi, dans la rue Dohan de Budapest, à la recherche de l'entrée des archives du musée juif, installé dans une dépendance de la grande synagogue. Nous longeons la cour de l'édifice. Les plaques gravées des noms et des portraits des déportés tapissent le sol. Le quartier juif reprend vie, paradoxalement, animé de tous ces fantômes. Un tel commerçant, un tel tapissier, un tel avocat, etc. Soudain, il déclare surpris « Je ne suis jamais venu dans ce quartier ». Incurable humour de circonstance, je rétorque aussitôt en souriant « C'est normal, tu n'es pas juif ». Il répond par une moue des lèvres et un haussement d'épaules qui se moquent aussi. Connivence et ironie qu'il m'adresse autant qu'à lui-même. Lali est-il juif? Certes, non. Né de parents protestants, son père l'a été au moins provisoirement. Il est baptisé à la naissance en 1939 et a fréquenté l'école communale protestante à Scholt. Mes voyages se font de plus en plus fréquents et à chaque fois, Lali et moi, nous travaillons. Il ressort les mêmes documents d'état civil et nous passons de longs moments à les décrypter encore et encore. Au fil de l'écriture, les interrogations sont relancées et inlassablement, il collabore avec le même entrain. Le climat a changé entre nous et il me livre ce qu'il sait ou croit savoir de notre famille, avec des intonations qui peu à peu introduisent un peu de jeu dans le bloc des informations strictement factuelles. Mon enquête fait effraction dans l'agencement de ses représentations de la famille, de sa mémoire. Il ne savait rien au sujet d'Ignaz et de Catalina Weiss. Les noms lui étaient connus, mais ils se suffisaient à eux-mêmes, clos, muets. Ce qui le requiert par-dessus tout, c'est son père disparu. Au fil de notre compagnonnage, Lajos, ce père vénéré, apparaît désormais aussi juif que mort. Ça n'est pas une découverte à proprement parler, plutôt une coloration, une tonalité différente qui teinte son histoire. Lali pense que son père a été enrôlé dans le travail forcé parce qu'il était un homme de gauche, un social-démocrate, et tout a mal tourné lorsque les Allemands ont envahi la Hongrie. C'est ce qu'il me dit la première fois que je l'interroge sur les raisons de la déportation de son père. Quelque temps plus tard, il me tend la photocopie d'une coupure de presse. Encadrée d'un filet noir, la liste de 123 noms des victimes juives identifiées à Gunskirchen est communiquée par le journal Fidele. Le nom de Lajos Rosenberg y figure. C'est son fils Attila qui lui a signalé la publication. Déporté parce que juif ou social-démocrate? Lali doute encore parfois. Lors d'une séance plus tardive, il me tend un dossier qu'il a imprimé. Il s'agit d'une suite de pages de Jewish Library
consacré à la libération de Gunskirchen, des témoignages de militaires américains, quelques images désolantes. Plus généralement, au début, il me donne le sentiment de ne pas être au fait des lois anti-juives qui déferlent de 1938 à 1941. Au fil de nos rencontres, il paraît bien connaître tout ça. Savait-il déjà? S'est-il documenté entre-temps? Je ne demande pas. Je me tiens en réserve de son intimité. Indéniablement, le parti émante de nombreux juifs dès la fin de la guerre. Nul doute que les libérateurs jouissent d'un attrait décisif. Ils sont arrivés à temps pour mettre un terme à la reprise des déportations et au déchaînement exterminateur des Miloš contre les Juifs séquestrés dans Budapest. La revanche ou la rage antifasciste ont poussé de nombreux Juifs à rejoindre les rangs serrés des champions de la lutte antifasciste, au point que ces derniers s'en arrogent le monopole. Une thématique agitée si bruyamment par les communistes que le souvenir du pacte germano-soviétique glisse dans les oubliettes. Encore un point commun avec l'Europe occidentale, où la propagande communiste a excellé. Bien au-delà des cercles communistes, toute velléité de soulever ce coin du tapis s'est trouvée découragée. Les Juifs sociodémocrates étaient nombreux avant-guerre. Avant même d'être avalés par le Parti communiste, une partie d'entre eux est touchée par la gratitude envers la grande guerre patriotique victorieuse au prix du sacrifice du peuple russe. Pour sa part, le parti ouvre grand ses bras aux Juifs. L'on trouve toujours les mieux instruits parmi eux et les communistes, pareil, au-delà des cadres formés à Moscou et de retour à la tâche. La nomenclatura en formation constitue un débouché à leurs compétences. Illustration symptomatique, les 4 dirigeants du parti dont le chef suprême sont d'origine juive, ainsi que nombre de cadres intermédiaires. En réalité, on trouve des juifs en nombre à tous les échelons de l'organisation. Pourtant, le parti ne lésine pas sur les gestes ou les paroles qui constituent autant de repoussoirs. Ainsi, au sortir de la guerre, afin de gonfler les maigres effectifs, les dirigeants ne sont pas très regardants et recrutent volontiers d'anciens Miloš. Quelques cadres opérationnels et surtout des petits nervis. La racaille ne se formalise pas de retourner sa veste du moment qu'il s'agit de faire le coup de poing. Dans la marche vers la prise du pouvoir au partage, la particularité des souffrances juives est rapidement déversée dans le grand fourre-tout des souffrances des travailleurs. Il devient inconvénient de les mentionner en tant que tels. Une grande vigilance est de mise à l'endroit de ce type de particularisme, voire de communautarisme de nature à diviser la classe ouvrière. D'ailleurs, en 1946, quelques pogroms éclatent en province contre les profiteurs du marché noir, parfois sous l'impulsion de membres du parti. La lutte anti-bourgeoise est lancée et le parti sait faire corps avec les aspirations des masses. 20 000 bourgeois entendre 20 000 juifs vont disparaître dans les goulags. L'antisémitisme ancré dans la conscience hongroise n'est pas contrarié. Seul le vocabulaire change. Dans la langue de l'époque, nul besoin d'employer le mot juif. Mieux,
l'importance numérique de 4 juifs dans le parti comble également l'anti-judéo-bolchevisme, toujours disponible chez les perdants de la folle alliance avec les nazis. À bâbord et à tribord, l'antisémitisme demeure bien nourri. On est tenté de considérer l'adhésion des Juifs à ces démonstrations de la politique stalinienne comme un paradoxe. Il paraît plus juste d'y voir la signature d'un contrat qui assure avec l'origine désespérante l'oubli auquel aspirent tant de Juifs. Ainsi, l'universalisme prolétarien en l'occurrence, active la promesse d'effacer toute distinction entre les hommes. De surcroît, l'athéisme salvateur, confinant de facto la judaïté dans le carcan de la religion, désigne les oripeaux d'un passé dont il faut se défaire. Inutile de s'étendre sur le caractère réducteur de la manœuvre. Il est criant à simplement constater ce qui s'est passé. Quels qu'aient pu être les gages donnés d'assimilation, la ténacité du signifiant juif a continué de faire ses preuves. L'exécution charrie son lot d'hallucinations. Périodiquement, je m'épuise. La confusion s'engouffre au moindre fléchissement et me décourage. Je fais des pauses. Lorsque j'arrête, j'ai le sentiment de les laisser en plan. Ils attendent. Ils viennent la nuit, diffus, dans l'obscurité de la chambre. De jour, ils demeurent diffus. Non pas comme ils l'ont toujours été, différemment. Je commence à discerner et mémoriser les membres de chaque cellule familiale. Mais les noms, la plupart du temps, n'ont ni corps, ni visage. De rares photographies permettent quelques identifications, mais des points d'interrogation radicales ou des attributions incertaines laissent la question pendante. Qui est qui ? Pas de photo des enfants, hormis la petite Cécile juchée debout sur un tabouret entre ses deux parents, avant-guerre, déportés à l'âge de 10 ans. J'entame le dépouillement des documents sinistres, remplis par les autorités françaises et allemandes. Le traitement des rubriques d'identification s'avère inégal. Sous les erreurs, les négligences ou les précisions imbéciles pointent les errements et les camouflages de la langue administrative, ou encore le pli du fonctionnaire en charge. Le plus simple apparemment est de prendre connaissance des listes des convois, commencer par la fin. Chapeautée de son en-tête en lettres gothiques, l'annonce est systématiquement transmise à 3 interlocuteurs. La direction d'Eichmann à Berlin, celle des camps de concentration d'Oranienburg et celle du camp d'Auschwitz. Ils sont déclinés avec précision. Le numéro du convoi, les dates et heures de départ, la quantité de juifs transportés, entre 1000 et 1064, pas plus, pas moins. Sur certains ordres de transport, il est précisé que parmi les N-Juden, on compte N-Judinnen. La photocopie de l'ordre est accompagnée de l'extrait de la liste où figurent un ou plusieurs Velgers et alliés. Le tout provient du Centre de documentation juive contemporaine. Sur les listes figurent les noms,
les dates et lieux de naissance, de résidence, la nationalité et les professions. Parfois, certaines rubriques sont éludées. À partir de 1943, les professions sont écrites en langue allemande et les nazis contrôlent désormais l'ensemble de la chaîne des opérations. La simplicité de ce premier recensement n'est qu'apparente. Les feuillets se succèdent parfois en désordre. Bien sûr, il suffisait d'agrafer. L'affolement de mon père suinte à travers des suites erratiques, les feuillets laissés libres se sont emmêlés. Sur les listes même, tenter que leur emplacement soit correct, la lisibilité est mise à mal. Le stabilo jaune crache, les traits de feutre noir tremblent jusqu'à effacer parfois ce qu'ils sont censés souligner. Son regard a parcouru les lignes, s'est bien arrêté, a reconnu, a fini par biffer. Son application a pris le large, éberlué. Au terme de ta confrontation, tu as pris la mesure de l'onde de choc qui a bouleversé l'esprit de ton père. Tu as choisi de donner un tour clinique à l'établissement de leur éradication, condition du dévoilement. Lui n'aura pas pu résister à la confusion. Sur la stèle qu'il a érigée dans le petit cimetière proche d'Agen, des noms errent encore. Enfants attribués à des parents au lieu d'autres. Denise, 10 ans, Régine, 6 ans, Moïse, 16 ans. Qui sont ces enfants? Tu n'as pas retrouvé leurs traces. Fantômes, ils ont déposé leur ombre fragile dans la mémoire blessée de Rudy. Au commencement était la tribu. La bulle la plus ancienne où s'est fixée l'appartenance à ma tribu affleure sans effort, je ne l'ai jamais oubliée. Mon histoire de juive hongroise ou de hongroise juive commence ici, au 4e étage du 7 de la rue François-Mirou. Dans l'escalier du vieil immeuble, je respire l'odeur âcre de l'humidité, délicieusement mêlée aux arômes de la cuisine du jour. La cuisine hongroise domine les autres senteurs, à moins que mes narines impatientes ne les sélectionnent entre toutes, une fois franchi le seuil du numéro 7. Arpentée des milliers de fois, l'image persistante veut que je grimpe les escaliers en courant. Impatience ou peur de me retrouver dans le noir, car l'éclairage faiblard tient au fil d'une minuterie pressante. Pourtant, ça n'est pas l'inquiétude qui reste accrochée à mon souvenir, malgré l'histoire des rats qui terrorisaient ma mère. Il l'attendait lorsque, enfant, elle tournait la clé dans la porte des WC, encastrée dans le mur, à mi-étage. D'ailleurs, l'escalier pourri, étroit, aux marches cabossées, a-t-il jamais été dénigré par quiconque dans cette famille? Non. L'escalier de l'immeuble conduit simplement au petit logement de ces modestes bien-contents. Il mène avant tout vers une chaleur spéciale, celle d'une cuisine adulée et d'une famille compacte. Qui sera là? Une surprise est toujours possible. Habitués de l'immeuble, visiteurs moins prévisibles, il leur suffit de tourner d'un quart de tour la clé sur la porte. Dès l'entrée, je suis l'enfant. Adierek, invariablement célébré. Exubérante cérémonie de l'accueil. Ma grand-mère se précipite et m'enveloppe de tout son corps. Ses baisers en rafale, mouillés et appuyés, sont entrecoupés d'une mélopée rauque, hoquets de joie et sanglots intriqués. Elle les aime, je suis sa vie tient à moi. Mindenem, pour elle, je suis tout ce qu'elle possède. Elle me possède toute. Gyönyörű ségem, mon petit cul merveilleux, elle le possède aussi. Angyolom, son ange, je suis l'ange apparu pour glorifier sa vie. L'emphase de la langue hongroise a tôt fait de modeler mes cavités les plus reculées. C'est logé dans les plis du cerveau et de l'arrière-gorge, où se module le roucoulement dans mon ventre de petite aussi. Que j'ai franchi le seuil la veille ou 3 jours auparavant, de plus longues séparations ne sont pas tolérées, mon plaisir est intact de provoquer la divine surprise en même temps que la complainte venue d'ailleurs. Retrouvailles rituelles sur lesquelles pèse une menace. Par toutes ses fibres, mon corps se sent gonfler et se fondre dans cet autre corps agité, dévoué et impérieux, exultant de joie et de plainte.
L'odeur de ma grand-mère, savon frais et gauloise verte, s'insinue, laisse sa trace. Les intonations paroxystiques de la langue voluptueuse m'enserrent de rubans sonores. Saccades essoufflées, yoïde, yoï, yoï, interjections superlatives, chant et danse archaïque de la fusion, possession, contrôle total, transe délectable. Les yeux au ciel, les autres acquiescent, hochent la tête avec un sourire entendu à cette geste de l'excès, mais s'y tiennent serrés, ravis, ligotés par les tripes.